Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comprendre la variation linguistique pour mieux communiquer. Mon nom est Mirka et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Nous sommes en direct aujourd'hui d'Edmonton, en Alberta, au Canada. Donc, je comprends qu'on a des participants un peu partout dans le monde, donc bienvenue. J'aimerais vous présenter notre formatrice pour aujourd'hui. Il s'agit de Anne-Josée Villeneuve. Anne-Josée, elle est professeure adjointe de français au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Sa recherche porte sur la variation et le changement linguistique, le bilinguisme, le contact linguistique et l'enseignement des langues. Ces dernières années, elle s'intéresse particulièrement au français québécois, soutenu et au contact entre le français et le picard, une langue régionale dans le nord de la France. Donc, sans plus tarder, Anne-Josée, je te passe la parole. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la variation linguistique et de la façon dont une meilleure connaissance de la variation linguistique peut vous aider à mieux communiquer entre nous et dans des contextes peut-être un peu plus formels, mais avant tout dans des communications individuelles. Alors, j'ai ciblé 3 objectifs pour le webinaire. Le premier objectif, c'est de se familiariser avec des concepts de la sociolinguistique et de la linguistique en général. Alors, je vais introduire un certain nombre de concepts. Ces concepts-là seront en rose, parce que j'aime la couleur rose. Donc, ils seront surlignés. Le deuxième objectif, c'est de comprendre le rôle des divers facteurs sociaux et situationnels sur la langue, donc la façon dont le social agit sur le linguistique. Et le troisième objectif, c'est un peu plus abstrait, c'est de réfléchir ou de vous amener à réfléchir à l'influence de la variation sociolinguistique dans vos interactions quotidiennes. Alors, évidemment, je vais commencer avec des définitions. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus excitant, mais bon. Dans un premier temps, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire communiquer? Alors, on a deux définitions qui sont pertinentes pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, la première définition, c'est ce à quoi on s'attend. Donc, faire savoir quelque chose à quelqu'un, de lui révéler, lui en donner connaissance, transmettre, divulguer. Alors, par exemple, communiquer des renseignements, un peu comme ce que je fais aujourd'hui. Alors, je vous transmets du savoir, ou du moins, j'espère vous transmettre du savoir. Alors, la première définition est axée sur le contenu de ce qui est à transmettre. La deuxième définition, que je trouve un peu plus intéressante, est axée sur le social ou semble être axée sur le social. Alors, la deuxième définition nous dit entrer en contact avec quelqu'un, lui faire part de sa pensée, de ses sentiments. Et l'exemple qu'on nous donne, un enfant solitaire qui ne communique avec personne. Alors, c'est vraiment l'idée de contact. Alors, quand on dit communiquer, ça vient du latin communicare et ça veut dire être en relation avec. Alors, communiquer, c'est pas simplement axé sur le contenu qui est à communiquer, mais vraiment sur le contact entre les deux interlocuteurs ou entre l'interlocuteur, entre le présentateur, par exemple, et son public. Donc, vraiment l'aspect social de la communication. Cette fois-ci, une définition de la variation, donc pas nécessairement de la variation linguistique spécifiquement, mais de la variation en général. Alors évidemment, bon, qu'est-ce que c'est la variation? C'est l'état de ce qui varie, modification, changement, écart et différence entre deux états. Et ces deux états-là seront intéressants pour notre sujet aujourd'hui, puisque on a souvent l'idée qu'il existe un français. Alors, je vais me concentrer sur le français aujourd'hui, mais ça pourrait s'appliquer à un certain nombre d'autres langues. Donc, la différence entre le français qu'on met au singulier, le français qui est peut-être vu comme la variété légitime, et d'autres variétés de français. Donc, que ce soit des variétés régionales ou des façons de parler qui sont peut-être un peu moins légitimées. J'ai décidé de commencer aujourd'hui, donc au-delà des définitions, avec une citation d'un ouvrage qui est inspiré d'un ouvrage récent dont je vous parlerai à la fin du webinaire. Donc, ce sont les travaux de Philippe Blanchet qui nous dit dans un article de 2013 que parce que chez l'être humain, tout est langage, au point que la capacité linguistique soit une des caractéristiques définitoires principales de l'humanité, parce que chez l'humain, tout ou presque est social et culturel, tout chez l'humain est sociolinguistique.
Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, la variation socio-linguistique. Quand on parle de la langue, c'est pas un objet en isolation, mais la langue, dans son utilisation naturelle, est intrinsèquement sociale. Alors, tout ce qu'on va faire au point de vue linguistique va trahir ou va transmettre de l'information par rapport à notre statut social, par rapport à notre état d'esprit, par rapport à la relation entre les interlocuteurs, etc. Donc, la langue est intrinsèquement sociale. Alors, je vais commencer la première partie que j'ai intitulée « La langue et la linguistique » pour vous introduire un petit peu à l'approche de la linguistique moderne et la façon dont la linguistique examine la langue. Donc, je ne vous ai pas donné de définition de la linguistique, c'est l'étude scientifique de la langue. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est l'aspect scientifique. Alors, on adapte, on met en œuvre la méthode scientifique et l'objet d'étude, c'est la langue. Alors, il y a deux approches de la langue de façon générale. On peut parler d'abord d'une approche prescriptive, donc le prescriptivisme, et comme chez le médecin, par exemple, quand le médecin nous donne une prescription, c'est pas simplement on vous donne une prescription et puis vous faites vous en faites ce que vous voulez. Idéalement, c'est pour qu'on l'apprenne. Donc, le prescriptivisme, c'est une vision de la langue qui ordonne, qui recommande expressément, qui indique avec précision ce qu'on exige, ce qu'on impose. Alors souvent, quand on regarde par exemple un ouvrage une grammaire, par exemple, on va nous dire il faut dire telle chose, il ne faut pas dire telle autre chose. Voici la bonne forme, voici les formes fautives, etc., etc. Peu importe les adjectifs qui sont utilisés. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, qui est plus descriptive, donc on appelle le descriptivisme, évidemment, qui vient du verbe décrire, donc quelque chose qui décrit, qui évoque concrètement les objets réels et non pas imaginés ou mythiques, qui s'attache à décrire son objet sur la base de faits observables. Donc, je vous en donne un exemple qui s'intéresse au lexique. Alors, dans l'exemple que je vous donne ici, je fais la distinction entre prescription et usage. Donc, la plupart du temps, quand on va parler de l'approche prescriptive, on va parler d'une norme prescriptive, une norme qui est imposée par un organisme ou par un ouvrage en particulier, qui est pas toujours basée sur la réalité, donc qui est parfois une vision mythique ou une vision idéalisée de la langue. Donc, ce que la langue devrait être, indépendamment de ce qui se passe dans les faits. De l'autre côté, donc, de la prescription ou de la norme prescriptive, on a ce qu'on appelle des normes descriptives ou, plus simplement, les usages. Donc, ce que font les locuteurs quand on les observe, quand on les enregistre, et c'est un peu ce que je fais dans mon travail. Donc, à partir de ces enregistrements-là, à partir de ces observations-là, on va décrire cette fois-ci l'usage et non pas dire voici ce que la langue devrait être. Donc, vraiment très, très concrètement, l'approche descriptive s'abstient de juger, de porter des jugements de valeur, voici ce qui est bien, voici ce qui est mauvais pour la langue, mais décrit de façon simple et le plus neutre possible. Alors, ce que je vous donne ici, ce sont certaines recommandations, c'est par rapport au lexique, au vocabulaire. Les recommandations de l'Office québécois de la langue française. Donc, c'est un organisme qui fait des recommandations au point de vue de la terminologie, entre autres. Il y a plusieurs très, très bons outils sur le site de l'Office québécois de la langue française. Et les exemples que je vous donne ici, donc, on a à gauche la recommandation que fait l'Office de la langue française, et à droite, les anglicismes. Donc, je me concentre sur les anglicismes ici, puisqu'au Canada, les anglicismes sont souvent sont vus par les instances normatives, par les instances plus prescriptives, de façon relativement négative. Peut-être contrairement à ce qu'on voit en France, par exemple. Donc, dans un premier temps, on voit dans les deux colonnes de gauche, on voit que les anglicismes comme muffin, un t-shirt, un hot dog, un hamburger, le web, un wrap, dans la gastronomie, ce sont des noms qui sont utilisés
Alors que dans dans les deux colonnes de droite, un building, du stainless steel, un muffler, un windshield, une peanut, un brake, les recommandations de l'Office de la langue française sont effectivement, donc dans un premier temps, à gauche, on a des recommandations qui sont un peu douteuses et qui sont de façon générale rejetées par les usagers. Hein? Peu importe ce que nous dit l'Office de la langue française, les usagers vont dire oui, mais moi je suis pas prêt à dire un chien chaud pour parler d'un hot dog. Alors que de l'autre côté, on a des recommandations qui ont été mieux jugées par les usagers et qui sont acceptées. Donc, il faut toujours faire la différence entre la prescription et les usages dans les faits. On peut également, par rapport à l'usage, je fais allusion à deux ouvrages relativement célèbres en français, donc les ouvrages de Grevis. Dans un premier temps, on a le bon usage et c'est important de noter l'adjectif, le bon usage. Alors, qu'est-ce que c'est l'usage quel est l'usage qui est privilégié, qui est sanctionné, qui est légitimé? Et de l'autre côté, on a encore une fois un ouvrage un peu plus un peu moins exhaustif, puisque ceux et celles qui avaient déjà manipulé le bon usage, c'est une brique. Donc, on a fait une version condensée qu'on a appelée le français correct. Et encore une fois, on a deux adjectifs qui trahissent un peu l'approche qui est privilégiée dans ces ouvrages-là. Donc, une approche davantage qu'on présente comme étant descriptive, mais qui trahit quand même sa visée prescriptive. Donc, le bon usage et le français correct. Alors, on peut se poser la question de quelle façon est-ce que ces ouvrages-là sont réellement descriptifs? Qu'est-ce qu'ils décrivent? Hein? On nous donne parfois des citations, mais ce sont souvent des citations qui sont littéraires, alors que les gens, dans leur parler spontané, ne font pas de la littérature. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des descriptions peut-être moins accessibles, mais qui sont vraiment basées sur l'usage spontané des locuteurs? Et c'est ce que fait la linguistique. Donc, la définition de la linguistique qui est l'étude scientifique du langage, qui est une discipline, comme j'y ai fait allusion depuis tout à l'heure, une discipline descriptive et qui s'intéresse aux faits linguistiques observables, peu importe ce que sont ces faits linguistiques. Alors, dans un premier temps, on pourrait s'intéresser, par exemple, à la prononciation des journalistes. Alors, si on pense à des journalistes ou à des lecteurs de nouvelles, il y a parfois du spontané, mais il y a également ce que j'appelle dans mes travaux des écrits oralisés. Donc, si on prend par exemple un lecteur de nouvelles et qu'on veut regarder, qu'on veut observer sa prononciation, la phonétique et la phonologie, ben, on va s'attendre à ce que la structure des phrases, la structure des mots soit relativement fidèle à l'écrit, puisque souvent ce sont des textes qui sont écrits ou on en fait la lecture sur un lecteur. Et puis ensuite, c'est vraiment la prononciation. C'est seulement la prononciation qui peut varier. Donc, dans un premier temps, les journalistes qui sont souvent vus comme des modèles de la langue légitime. Et de l'autre côté, les linguistes pourraient également s'intéresser, puis ce sont vraiment deux exemples, au parler spontané des jeunes. Donc, j'ai une collègue aux États-Unis qui s'intéresse au parler des jeunes de la banlieue de Paris. Si on prend une approche prescriptive, ce sont probablement pas des locuteurs dont on valorise énormément les usages linguistiques, mais pour le linguiste, c'est aussi légitime comme objet d'étude que la prononciation de gens qui sont perçus comme détenteurs de la norme ou de la norme prescriptive. Alors, la linguistique, et maintenant, qu'est-ce que c'est la variation sociolinguistique ou la variation linguistique de façon générale? Alors, on nous dit dans un premier temps que les langues sont intrinsèquement variables. Alors, il y a certains linguistes théoriques qui ont tendance à nous dire oui, mais la variation entre un locuteur ou un autre locuteur, ce sont des aberrations, ce sont des erreurs du système et
C'est pas nécessairement quelque chose qui est intéressant pour le linguiste. Alors que pour les sociolinguistes, les langues sont intrinsèquement variables. Donc, quand on voit la différence, par exemple, entre un terme et son synonyme, ça nous intéresse. Une structure de phrase, donc si je dis par exemple, je vais vous parler de la variation linguistique et je vous parlerai de la variation linguistique, le sens est exactement le même, mais on a deux formes pour transmettre cette même idée. Donc, puisque les langues sont intrinsèquement variables, comprendre la variation, c'est comprendre d'abord la nature du langage, qu'est-ce que c'est le langage humain. Si on se concentre sur le français, qu'est-ce que c'est la langue française? Et dans un deuxième temps, ce qui nous intéressera davantage aujourd'hui, c'est comprendre son interlocuteur. C'est mieux entrer en contact avec la personne qui est devant nous. Donc, en savoir davantage sur ses origines sociales, ses origines géographiques, son parcours de vie, sa langue maternelle, les langues qu'il a acquises un peu plus tard dans la vie, peut-être des effets de migration, etc. Donc, le visuel que je vous donne au bas de la diapo, c'est vraiment, encore une fois, dans la deuxième définition de la communication, c'est entrer en contact avec quelqu'un, donc comprendre la variation, comprendre sa propre variation, mais également comprendre la variation qui provient de son interlocuteur. C'est mieux entrer en contact social. Alors, j'ai dit à Mirka que j'avais préparé des questions et c'est un test. Je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Alors, j'ai une première question pour vous et je vous encourage à tenter d'y répondre dans votre tête ou en utilisant votre clavier. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui peut faire varier la langue? Hein? Quels sont les facteurs sociaux ou contextuels qui peuvent faire varier la langue, qui peuvent influencer notre façon variable de parler? Alors, je peux leur donner 1 minute. Hein? Alors, je vous donne 1 minute pour y réfléchir. Donc, si jamais vous aimeriez partager votre réponse avec Anne-Josée, vous avez l'option Q&A qui se trouve au coin gauche de votre écran. Et de cette manière, je suis en mesure de les transmettre. Donc, si on pense à la variation, quels sont certains des facteurs qui peuvent faire varier la langue? Dans un premier temps, je pense qu'on a une réponse. Non, c'est juste un commentaire de quelqu'un qui dit que tout se passe bien jusqu'à maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce qui peut faire varier la langue? Alors, si on pense à son expérience personnelle et qu'on réfléchit à la façon dont on adapte parfois, on modifie parfois notre façon de parler, et je dois vous avouer bien honnêtement que ma façon de parler en ce moment, c'est probablement pas la même façon que j'utiliserais, par exemple, si je prenais un martini avec des amis un vendredi soir. Hein? Donc, c'est bien évident qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent varier. Donc, on a une réponse. La personne dit région géographique, sexe, éducation, statut socio-économique. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a déjà pris un cours de sociolinguistique. Effectivement, ce sont d'excellentes réponses. Alors, dans un premier temps, et elles sont presque dans l'ordre. Donc, dans un premier temps, le lieu où on a acquis la langue. Hein? Donc, si c'est notre langue maternelle, ben, le lieu d'acquisition, c'est vraiment la communauté avec laquelle on a eu notre premier contact linguistique. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variation régionale. La même chose pour une langue seconde, évidemment. Donc, si quelqu'un a appris, je vais prendre mon exemple, mon acquisition de l'anglais, qui est ma langue seconde. Mes parents parlent pas anglais, donc c'est pas un phénomène de bilinguisme équilibré. Mais bon, le lieu où on acquiert sa langue seconde va également avoir des répercussions sur notre façon d'utiliser cette langue seconde-là. Donc, moi, j'utilise un anglais canadien versus un anglais britannique ou un anglais australien.
Les facteurs sociaux, donc les facteurs sociaux, la classe sociale, les différents réseaux avec lesquels on a des contacts, donc le réseau un réseau social, par exemple, qui est axé sur des jeux vidéo, par exemple, ou sur un milieu professionnel. Donc, facteurs sociaux, la variation sociale. Dans un troisième temps, on a la formalité de la situation de communication. Donc, souvent, l'exemple qu'on peut facilement donner en français ou dans d'autres langues où on a, par exemple, deux pronoms d'adresse pour s'adresser aux gens, donc le tu et le vous, tout ou usted en espagnol. Donc, la formalité de la situation va déterminer également le pronom qu'on va utiliser avec notre interlocuteur. Et cette variation, c'est ce qu'on appelle la variation situationnelle ou également la variation stylistique. Selon les approches, selon les théories, parfois le style est utilisé d'une façon différente. Moi, je vais l'utiliser de cette façon-ci aujourd'hui. Et en dernier lieu, on a évidemment l'individu. Il y a des gens dont les tendances linguistiques sont difficiles à expliquer en lien avec leur région d'origine. Ils ont des prononciations particulières qui correspondent pas nécessairement à la région d'où ils sont, d'où ils viennent. Donc, c'est ce qu'on appelle la variation individuelle. Alors, si je vous introduis les 4 termes techniques qui correspondent à ces 4 types de variations, dans un premier temps, on va parler de variation régionale, donc de régiolecte. Dans un deuxième temps, on va parler de variation sociale, donc de sociolecte. Et ça, on le prend au sens vraiment très, très général. Si vous prenez un cours de sociolinguistique, il y a vraiment des nuances à faire également, mais le temps m'empêche de faire ces nuances-là aujourd'hui. Dans un troisième temps, la variation situationnelle, on va parler de style, et dans un quatrième temps, la variation individuelle qui est difficile à expliquer avec les facteurs sociaux, avec la région d'origine. C'est ce qu'on va appeler l'idiolecte. Et faites bien attention, ça n'a rien à voir avec les idiots. Donc, je vais faire abstraction de ce quatrième type de variation et me concentrer sur les 3 premiers types, la variation régionale, sociale et situationnelle. Alors, ma deuxième question, donc, contrairement à qu'est-ce qui peut faire varier la langue, qu'est-ce qui, dans la langue, peut varier? Alors, quels sont les aspects de la langue qui peuvent varier? Et là, avec ce que je viens de vous dire, vous pouvez réfléchir à des exemples concrets dans votre propre façon de parler. Qu'est-ce que vous faites varier dans votre langue? Donc, on a une réponse, la conjugaison des verbes. Conjugaison des verbes, effectivement. Hein? Donc, on peut avoir différentes façons de conjuguer les verbes selon la région d'origine, par exemple. Effectivement. Articulation des voyelles et consonnes, intonation, ordre des mots dans une phrase. Oui, donc la prononciation va vraiment varier. Donc pour ceux et celles qui sont pas qui sont à l'écoute mais qui sont pas au Canada, probablement qu'il y a un petit peu d'adaptation à faire avec mon accent léger, mais quand même mon accent canadien. Donc effectivement la prononciation et l'ordre des mots. L'ordre des mots également peut varier. Donc, un exemple que j'utilise souvent, ce sont les phrases impératives en français québécois et en français, disons, européen. Alors, si on dit, par exemple, « donne-le-moi » en français européen, parfois en français québécois, on va dire « donne-moi-le ». Donc, les pronoms de la troisième personne, « le », et de la première personne, moi ou me. Donc, donne-le-moi ou donne-moi-le. L'ordre va varier selon la région. Les expressions familières. Ah, ben les expressions familières, évidemment, on va toujours en parler puisque ce sont des expressions qui sont imagées et les images varient vraiment d'une région. Donc, j'ai une personne avec qui je conversais, puis bon, on était un peu dans le pétrin, et puis j'ai dit, bon, on n'est pas sorti du bois. La personne me regarde en disant, non, on n'est pas sorti de l'auberge.
C'est la même expression, mais avec une image légèrement différente. Il y a probablement plein d'autres exemples qu'on pourrait utiliser. Donc, effectivement, le vocabulaire peut changer, le vocabulaire, mais également la sémantique. Bon, donc, pour le même mot, on peut avoir un sens différent. Mirka va m'excuser pour l'exemple que je vais utiliser maintenant, mais c'est un exemple qui est un peu rigolo. Donc, si on pense, par exemple, en France, les enfants, en français familier, on va les appeler les gosses. Donc, je suis venue avec mes gosses. Alors que si vous faites une recherche, et je vous laisserai faire la recherche vous-même sur Internet pour la signification de gosse en français québécois, si vous rigolez en ce moment, c'est que vous savez ce que ça veut dire, mais c'est un sens tout à fait différent. Donc, pour le même mot, un sens différent. Donc, la sémantique. La structure des phrases, donc vous l'avez mentionné, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. La forme des mots, donc la morphologie. Donc, on a donné l'exemple tout à l'heure de la conjugaison des verbes, mais également, on peut avoir des différences morphologiques un peu différentes. Donc, par exemple, si on a un suffixe en français québécois, par exemple, on pourrait dire quelqu'un qui est un suffixe en EUX, là, donc un dormeux. C'est un peu plus familier, mais quelqu'un qui aime dormir, donc un dormeux versus un dormeur en français européen. Donc, ça peut également prendre cette forme-là. Et dans un dernier temps, et c'est souvent ce qu'on appelle l'accent, alors je m'abstiens d'utiliser le mot accent, puisque l'accent en linguistique, c'est vraiment un terme technique. Donc, je vais parler de la prononciation et dans ce cas-là, on va parler de la phonétique et de la phonologie. Donc, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à l'accent, quand on interagit avec quelqu'un et qu'on dit que la personne a un accent, la personne pourrait facilement nous répondre exactement la même chose, puisque tout le monde a un accent. La question, c'est quel est l'accent qui est légitimé ou qui est privilégié dans les ouvrages, encore une fois, prescriptifs. La linguistique fait de la description. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le tour de ces trois types de variations, donc variation régionale, variation sociale et variation situationnelle, en vous donnant quelques exemples qui sont tirés de mes travaux, mais également de la littérature linguistique. Donc, comme vous savez probablement, le français est parlé dans plusieurs régions du monde et bienvenue à ceux qui se sont joints à nous de l'extérieur du Canada. Donc, vous êtes peut-être représentés sur la carte. Je ne sais pas si on a des gens de l'extérieur ou des gens dont le pays n'apparaît pas sur la carte. Donc, quand on parle de l'Amérique francophone, on va parler souvent du Québec, de l'Acadie, de la Louisiane, mais on peut également parler dans le contexte canadien des provinces où le français est minoritaire. Donc, l'Acadie, qui est pas une province en tant que telle, qui correspond aux provinces maritimes du Canada, mais on peut également penser à la province où on se trouve en ce moment, l'Alberta, où il y a une grande population francophone. En termes de pourcentage, c'est pas énorme, mais c'est un endroit où le français peut vivre. Et Mirka, tu peux confirmer. Oui. Confirmer. Donc, dans un premier temps, on peut également parler de la zone Caraïbe, le français qui est parlé dans divers pays de l'Afrique francophone, donc Afrique subsaharienne et les régions du Maghreb. L'Europe, on n'a pas besoin d'en parler énormément puisque c'est souvent ce à quoi on pense quand on pense au français. Mais on peut également penser à certains pays ou à certaines anciennes colonies françaises en Asie également. Donc, où le français est parlé, parfois comme langue maternelle par certaines personnes, souvent qui sont peut-être un peu plus privilégiées socialement, mais également comme langue seconde ou comme langue étrangère. Alors, le premier exemple, désolé. Donc, variation régionale, de quoi est-ce qu'on parle dans ce cas-là? On va parler des différences qui sont observées en fonction des pratiques d'une communauté linguistique. Donc, communauté linguistique, qu'est-ce que c'est? De façon générale, on va parler d'une communauté linguistique comme étant les membres, un ensemble de gens qui partagent une vision. Ah, je savais qu'il y avait une coquille. Alors, une vision semblable de l'usage valorisé, donc de la norme, qui tendent vers la même norme prescriptive ou parfois mythique pour aligner leurs usages.
Alors, le premier exemple que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est un exemple en phonologie. J'espère que ça va bien fonctionner. Alors, je vous ai préparé 5 extraits qui proviennent d'un projet très, très intéressant, un projet de recherche international qui s'appelle la phonologie du français contemporain, le projet PFC. Et où on demandait à des gens de diverses régions du monde de lire un texte. Et c'est un extrait de ce texte-ci. Alors, le texte qu'on nous donne, c'est, vous l'avez au bas de la diapo, je vais éviter d'influencer votre perception et ne pas le prononcer. Donc, le premier extrait, il s'agit de relier la prononciation avec la région dont vous pensez qu'elle est originaire. Nous avons le soutien du village entier. OK. Une deuxième fois. Si ça fonctionne. Nous avons le soutien du village entier. Alors, l'extrait 1. L'extrait 2. Nous avons le soutien du village entier. Une deuxième fois. Nous avons le soutien du village entier. D'accord. L'extrait 2. L'extrait 3. Nous avons le soutien du village entier. Une deuxième fois. Nous avons le soutien du village entier. D'accord. Alors, c'était l'extrait 3. L'extrait 4. Nous avons le soutien du village entier. Une deuxième fois. Si ça fonctionne. Bon, l'extrait 4, je jouerai peut-être pas 2 fois, là. Nous avons le soutien du village entier. OK. Et le dernier extrait. Nous avons le soutien du village entier. Une deuxième fois. Nous avons le soutien du village entier. OK, alors je vous laisse environ 10 secondes. Souvent, je demande à mes étudiants s'ils n'ont pas une idée précise de quel pays provient la prononciation, s'ils peuvent nous dire de ce côté-ci de l'Atlantique, alors on se retrouve en Amérique, ou de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une première distinction à faire. Alors, on a peut-être des réponses. Je ne vais pas attendre trop longtemps. Alors, dans un premier temps, notre première prononciation vient du nord de la France, une prononciation relativement standard qui correspond à ce à quoi on s'attend pour le français de la France, mais particulièrement du nord de la France, puisqu'il existe une différence de prononciation entre le nord et le sud de la France, si vous l'entendez. La deuxième prononciation, c'est une prononciation typiquement québécoise. Donc, si vous entendez typiquement québécoise, alors par exemple, il y a l'affrication des T et des D, donc typiquement. Dimanche versus dimanche, très, très difficile pour un Québécois de prononcer sans l'affrication. La troisième est originaire de l'Afrique subsaharienne, donc du Sénégal. Quatrième prononciation qui était un peu semblable à celle du Québec, mais peut-être avec une légère intonation inspirée de l'anglais, donc qui vient de l'Alberta, là où on se trouve aujourd'hui, et la dernière prononciation du sud de la France. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à avoir les extraits sonores, je les rendrai disponibles après la présentation. Donc, un premier exemple en phonologie et en phonétique, donc des différences de prononciation auxquelles on pense souvent quand on parle de la variation régionale. Un deuxième exemple, donc lexical, et là je vais passer rapidement, je vais vous donner les réponses quand même assez rapidement pour vous montrer que il existe effectivement des différences lexicales. Alors on peut ajouter à cette liste-là le nom des 3 repas de la journée, donc les repas principaux de la journée. Si on invite quelqu'un à déjeuner, il faut parfois préciser à quel moment de la journée, puisque si on donne une invitation à quelqu'un à déjeuner, on se retrouvera peut-être pas nécessairement à la même heure. Alors, en Amérique du Nord, la personne va peut-être se pointer vers 8 heures le matin, alors que 8 heures pour un déjeuner européen, ou du moins un déjeuner français, puisqu'il y a de la variation avec la Belgique et la Suisse, un déjeuner français sera probablement pas à 8 heures du matin. Donc, différence lexicale. Ceux et celles qui connaissent un peu le français québécois remarqueront, par exemple, que si on dit, par exemple, brocher
en français familier. On peut également dire, même en français québécois, agrafé. La même chose pour gêné et timide, ou niaiseux et stupide ou idiot. Donc, en plus de cette variation lexicale qui provient de la région, c'est important de mentionner que ces exemples-là ne semblent pas tenir compte du style ou du niveau de formalité, puisque lorsque on est en contexte un peu plus formel, parfois même à l'extérieur de la France, donc dans les régions francophones, hors de la France continentale, on va simplement utiliser on va utiliser un terme qui est perçu comme provenant de la France. Donc, on va percevoir une différence exclusivement régionale, alors que c'est probablement une différence également de style, donc situationnel. Deuxième type de variation, donc la variation sociale. J'en parlerai pas énormément puisque j'y ai fait allusion tout à l'heure. Donc, ce sont des différences qui sont observées en fonction des caractéristiques sociolinguistiques du locuteur, son âge, son sexe, sa classe socio-économique et ou le groupe social avec lequel il passe beaucoup de temps. Et c'est ce qu'on a nommé comme étant un sociolecte tout à l'heure. Je passe tout de suite à au troisième type, donc la variation situationnelle. Le triangle, la pyramide que je vous présente ici, c'est vraiment grosso modo trois grandes catégories, trois grandes classifications du français selon le niveau de formalité. Donc, on a la variété qu'on utiliserait avec sa famille, le français familier. À l'autre extrême, on a le français formel qu'on utiliserait probablement avec quelqu'un qu'on vous voit, par exemple, ou avec quelqu'un qui a une position sociale prestigieuse. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle communément le français ordinaire, le français courant, le français neutre, donc qui est ni trop familier, ni trop formel, qui peut être utilisé dans divers contextes. Donc, en fonction du contexte discursif, qui sont les interlocuteurs, est-ce qu'on se connaît bien? Est-ce qu'on a une certaine familiarité avec l'interlocuteur? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois? Est-ce qu'il y a une différence d'âge? Donc, le même genre de questions qu'on se poserait pour utiliser le tu versus le vous le même genre peut être utilisé également pour déterminer la variation situationnelle. Mais cette variation situationnelle correspond ou coïncide parfois également avec des facteurs sociaux. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans les exemples que je vais vous présenter ici, je vais parler plutôt de variations socio-situationnelles, puisque c'est parfois difficile de faire la distinction entre ce qui est strictement social et ce qui est strictement situationnel. Donc, un premier exemple un peu ludique, le mot partir. Donc, on pourrait dire partir, s'en aller dans un style relativement neutre. On pourrait dire prendre congé. Alors, si je dis je prends congé de ce webinaire pour aller manger, c'est un peu formel comme expression. Et au bas de la pyramide, on a une panoplie d'expressions, plusieurs qui sont imagées. Donc, débarrasser le plancher, qui sont également synonymes, mais un peu moins formelle, donc plus familière, donc au niveau du lexique. OK. Un deuxième exemple, donc, oui, deuxième exemple qui illustre des pronoms relatifs et le temps du passé. Donc, dans un français formel qui peut parfois être un peu externe ou artificiel, appris à l'école, par exemple, qui est un peu moins bien maîtrisé, on pourrait avoir, par exemple, les femmes auxquelles je parlais, où je fus contente. Alors, l'utilisation du passé simple qui est très, très, très peu attendue en français spontané. On pourrait avoir, évidemment, pour le passé composé. Donc, j'ai été contente de savoir cela. Et si je reviens au pronom relatif, contrairement auquel on pourrait avoir à l'autre extrême, donc en français familier, qui correspond parfois au français populaire, on pourrait avoir la généralisation du que, donc, ou l'ajout du que au pronom relatif attendu. Donc, on aurait les femmes à qui que je parlais versus les femmes à qui je parlais. Donc, on a trois variantes de la même expression qui ont un sens exactement identique, mais qui vont
connoter parfois le statut social ou qui vont nous indiquer de l'information par rapport au statut social, au niveau de formalité, etc. Dans le diagramme que je vous présente ici, on parle de diglossie. Donc, diglossie, c'est vraiment une approche particulière, c'est un concept particulier à la sociolinguistique. Donc, je vous en parle très, très rapidement. On parle d'une variété haute et d'une variété basse. Donc, on va dire, par exemple, la variété basse, celle qui est moins bien vue, moins légitimée, qui est parfois stigmatisée dans les échanges sociaux. Donc, qui va s'utiliser dans les contextes privés, traditionnels, etc., et qui est rarement standardisée. La variété haute et dans cette approche de la diglossie va s'utiliser surtout dans des contextes publics. Donc, si on a une conversation privée avec quelqu'un, par exemple, et qu'on se retrouve dans un contexte public, peut-être qu'avec le même interlocuteur, on va changer notre façon de parler selon qu'on est dans un contexte privé ou dans un contexte public. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que la variété haute est, elle, standardisée. Donc, en fonction de cette notion de diglossie, si je retourne au diagramme que je vous ai présenté, il y a quand même un continuum dans la variété basse qui peut être relativement soutenu, elle également, mais qui est quand même naturel dans la tête des gens. Alors que pour le français écrit, le français ce qu'on appelle dans nos travaux le français hyper formel, on essaie d'accéder à une grammaire qui est externe, qui est apprise, qui nous est introduite ou imposée, dans certains cas, par le biais de l'éducation. Donc, en lien avec ce contexte-là, la notion de prestige, la notion de valorisation, etc., on peut introduire cette idée d'insécurité linguistique. Donc, l'insécurité linguistique, c'est souvent une idée, la conscience, comme on nous dit ici, la conscience qu'il existe une norme exogène, externe à notre propre variété. Donc, ici, on fait surtout allusion à la variation régionale, mais on peut également parler d'insécurité linguistique quand on pense à quelqu'un qui nous dirait « Oui, mais moi, je parle pas le français standard, c'est quelqu'un d'autre. » Il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui parle bien. Donc, cette notion d'insécurité linguistique qui est souvent très, très, très fortement internalisée. Donc, j'y reviendrai à cette idée d'insécurité linguistique dans mes remarques de conclusion. Donc, je vais vous donner rapidement quelques exemples ici. Donc, je vais parler du français en Amérique du Nord, le français laurentien qui a des origines québécoises, donc y compris le français qui est parlé en Alberta, donc il y a des sonorités quand même assez semblables au français standard. On peut également parler du français acadien qui est parlé dans les provinces maritimes du Canada. Et, seulement pour l'illustrer ici, le français louisianais, on pourrait parler du français en Nouvelle-Angleterre, etc. Donc, je ne m'étendrai pas beaucoup là-dessus, en Louisiane. Donc, au Canada, bon, pour le Canada francophone, j'imagine que c'est pas une surprise pour quiconque d'apprendre que le Canada est un pays officiellement bilingue, mais que dans les faits, la plus grande partie des francophones du Canada se retrouve au Québec. Donc, le Québec est une province francophone majoritaire, donc où la majorité de la population est francophone, donc francophone comme langue maternelle ou francophone d'adoption, et dans les autres provinces où le français est minoritaire, donc le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et les autres provinces, y compris l'Alberta. Donc, dans l'exemple que je vous donne ici, on voit que dans un premier temps, on a des exemples d'adverbes qui sont accompagnés du que, un peu comme quand on avait tout à l'heure avec ou acquis que. Donc, on a quand que, si que, comme que, alors que le français standardisé aurait simplement quand on était au troisième, et encore une fois, une différence lexicale au troisième étage plutôt qu'au troisième plancher. Mais on voit également que cette locutrice, qui est franco-ontarienne, malgré qu'elle utilise le terme plancher dans un premier temps, dans la première réplique, quand moi j'utilise le terme étage, elle utilise par la suite dans sa réponse le terme étage. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de son répertoire linguistique et qui est pas complètement étranger, qui lui est pas complètement étranger. On peut également remarquer la forme qui est régularisée du verbe falloir. Donc, il faut
et donc la voyelle est utilisée également à l'imparfait. Donc, où on a régularisé un paradigme verbal qui est irrégulier en français standardisé. Donc, il fallait versus il fallait, hein, où on voit la logique. Alors, certains de ces usages-là pourraient effectivement être stigmatisés par certaines personnes. Donc, Kelly, ici, si elle utilisait certains de ces termes, par exemple, quand que ou comme que, certaines personnes fronceraient peut-être les sourcils ou diraient cette personne ne parle pas un français convenable. Mais elle nous dit également que son accès au français et son accès au français standardisé a été relativement limité. Donc, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que un peu comme dans la tenue vestimentaire, si on veut habiller davantage son français, donc si on veut porter une cravate, si on veut porter un vêtement un peu plus chic, il faut détenir un vêtement un peu plus chic. Alors, de la même façon pour la langue, si on veut que les gens puissent démontrer un français plus normatif, il faut qu'ils y aient eu accès, hein, et qu'ils aient une volonté également de l'utiliser. Alors, la volonté, évidemment, c'est pas tout le monde qui a nécessairement envie de porter des cravates. Et il y a des gens qui se présenteraient à un mariage, par exemple, sans cravate, et que c'est une affirmation de leur personnalité qui disent « Moi, je refuse consciemment de porter une cravate ». Alors, un autre exemple que je vous présente, c'est l'exemple des auxiliaires, donc l'exemple des auxiliaires qui démontre des différences d'usage et des différences d'attitude. Donc, on a par exemple pour les verbes de mouvement, les verbes pronominaux, on a parfois l'alternance entre l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir, et on remarque que dans la plupart des variétés de français où le français est majoritaire, donc la France, le Québec, l'auxiliaire être, donc qui correspond à l'usage normatif, est aujourd'hui relativement généralisé. Donc, dans un français même courant, on va utiliser l'auxiliaire standard. Alors que dans certaines communautés et dans plusieurs, je dirais, communautés francophones en milieu minoritaire, donc on a l'exemple de l'Acadie dans un article de Ruth King et Terry Nadasdy. On a également l'exemple des Français dans l'Ouest de Sandrine Ayon-Bress, qui nous disent que dans certaines des communautés francophones minoritaires, c'est plutôt l'auxiliaire avoir qui est généralisé. Et c'est quelque chose que je remarque dans le parler de mes étudiants ici en Alberta. Alors, dans cet exemple-ci, je l'utilise pour dire que, effectivement, il existe une variation dans cet exemple-là, il faut quand même avoir conscience, un peu comme la cravate, que dans certaines communautés, l'utilisation d'avoir, même si elle est généralisée dans certaines communautés, si on parle avec quelqu'un qui provient d'une autre communauté, par exemple d'une communauté majoritaire, ça risque d'être une caractéristique qui est stigmatisante. Alors, il y a toujours un peu un déchirement entre l'identité locale, l'affirmation identitaire de « je proviens de l'Ouest canadien, je proviens de l'Acadie » et donc l'auxiliaire, pour moi, c'est l'auxiliaire avoir. Parfois, c'est même pas conscient. Et la volonté ou le désir de se conformer à une norme qui est essentiellement, pour certaines personnes, externe à eux. Donc, volonté ou non de se conformer à la norme. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de ne. Donc, je m'y étendrai pas trop, puisque de toute façon, on sait que depuis très, très longtemps, depuis plusieurs siècles d'ailleurs, la particule négative ne est essentiellement en chute libre. Donc, c'est un changement linguistique qui a été confirmé par les travaux en sociolinguistique, et ce sont des tendances qui sont partagées à la fois dans le contexte européen et dans la plupart des contextes nord-américains. L'exemple de l'Afrique, ça a été un peu moins documenté. Si certaines personnes connaissent des travaux sur la négation verbale en français africain, ça serait vraiment intéressant de faire la comparaison. Mais on voit que de façon générale, quand on nous dit dans les ouvrages normatifs que le français a une négation double, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai, puisque bon, en réalité, je viens de le faire. C'est pas tout à fait vrai, plutôt que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, même dans un contexte relativement formel, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon français un peu plus du dimanche, que même dans ce français du dimanche, j'ai pas ou je n'ai pas utilisé le ne.
La troisième caractéristique, c'est la référence temporelle au futur. Donc, pour ceux qui ont appris le français comme langue seconde, on nous dit parfois que on a le futur simple, qui est le futur, le vrai futur en français. On a ce qu'on appelle, et moi ce que j'appelle le futur périphrastique, ce qu'on appelle dans les ouvrages, plusieurs ouvrages pédagogiques, le futur proche. Hein? Donc, on nous dit à l'intérieur d'une journée, donc si tu vas faire une activité dans 1 heure, dans 2 heures, cet après-midi, là, tu vas utiliser le futur proche. Et on a également le présent du futur. Ben, dans la réalité, ce qu'on remarque, c'est que pour plusieurs variétés, la vraie raison ou la vraie variation entre le futur simple et le futur périphrastique, donc la deuxième forme, n'est pas vraiment basée sur la proximité du futur, mais plutôt sur la polarité. Alors, si vous êtes au Canada francophone, vous allez peut-être dire quelque chose comme « on va venir à la fête, mais on n'apportera pas de vin ». Donc, on va venir à la fête, qui est le futur périphrastique, qui est la forme par défaut pour plusieurs variétés québécois, variétés laurentiennes, donc dont le français québécois, le français ontarien, etc. Ça a été documenté dans les travaux. Mais dès qu'on a une phrase négative, là, ça va être le futur simple. Et pourquoi? Ben, c'est difficile à expliquer. Même les sociolinguistes ont un peu de difficulté à expliquer ça. Alors que dans d'autres variétés de français, on respecte effectivement ce qui est décrit dans les ouvrages normatifs. Donc, c'est là où il faut vraiment faire attention à ce qu'on transmet comme vision de la langue française. Hein? Donc, la notion théorique du futur proche, c'est pas tout à fait vrai dans toutes les variétés. Alors, pour les besoins du temps, je vais passer la dernière question. Je vous avais posé la question à savoir est-ce que vous connaissez d'autres exemples. Je suis certaine que vous en connaissez d'autres. Vous pourrez y réfléchir peut-être après à la fin du webinaire. Donc, la dernière section que j'ai intitulée « Trouver sa voix en français », ben, c'est vraiment pour ouvrir la discussion en parlant de la façon dont on peut s'affirmer. Donc, affirmation identitaire, ici dans la citation que je vous donne, on parle davantage de l'affirmation identitaire d'un groupe de locuteurs qui peut permettre de se libérer de cette insécurité linguistique, d'avoir de revoir ou de revaloriser sa propre variété linguistique. Mais on peut également utiliser ce concept-là à l'individuel. Hein? Donc, à partir du moment où on accepte notre façon de parler, où on accepte de se permettre de faire varier notre langue selon le contexte de la situation publique, situation privée, l'interlocuteur, etc. Là, on peut vraiment faire usage d'un plus grand éventail linguistique, hein, de se permettre d'être un peu plus relax, de faire sortir un peu plus son français familier en contexte moins formel. Et si on a envie de faire sortir notre français plus standardisé, dans des contextes plus formels, si ça correspond à notre personnalité, ben on peut effectivement le faire. Donc, c'est quelque chose qui a été fait au Québec. De façon générale, on avait tendance, avant la Révolution tranquille, donc environ les années 60, 70, mais surtout les années 60, si on écoute des enregistrements de français québécois avant la Révolution tranquille, on va se rendre compte que la plupart des accents, par rapport à la prononciation, c'était vraiment un accent qui était basé sur l'accent français. Alors qu'après la Révolution tranquille, on a de plus en plus affirmé l'identité québécoise et on a, par exemple, utilisé de plus en plus d'affrication. Donc, si on dit identité, ben, on n'a pas de problème à avoir cette prononciation québécoise. Donc, un esprit un peu plus critique par rapport à la France, sans nécessairement renier le lien avec la France ou sans nécessairement être être intolérant ou quoi que ce soit, mais vraiment de dire, ben moi, c'est ma façon de parler, toi, c'est ta façon de parler, on est capable de converser et quand même de se comprendre et puis de garder notre propre identité. Alors, le schéma que Rémizen nous donne ici, c'est vraiment une façon de tenir compte de ces deux variables-là. Donc, la conception utilitaire, la langue, ça sert simplement à communiquer
et on n'a pas nécessairement besoin de faire transparaître son identité. La conception identitaire, donc l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec les auxiliaires, donc où on peut avoir décider d'utiliser l'auxiliaire être parce qu'on provient d'un milieu où l'auxiliaire être est la norme locale. Mais on peut également, sur le plan, au point de vue vertical ici, se poser la question, est-ce que notre variété de français, on la perçoit comme dépendant de la France, donc avec une vision externe à la communauté linguistique locale, ou on peut se permettre d'être francophone sans nécessairement toujours regarder ou dépendre de l'identité française. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, on peut se poser la question, et dans notre façon de se projeter ou de se présenter comme locuteur francophone, ce sont vraiment des facteurs dont on peut tenir compte. Donc, ma dernière question en terminant, c'est un peu une question rhétorique. Alors, je vous disais, quelle est votre attitude envers la variation en français dans vos propres usages et dans vos façons de réagir à l'interlocuteur? Est-ce qu'on veut encourager la discrimination linguistique ou essayer de la combattre? Alors, quelqu'un qui n'a pas nécessairement eu accès à l'éducation, qui va utiliser des usages un peu plus familiers, est-ce qu'on veut vraiment converser avec cette personne-là, ou on veut constamment lui rappeler que sa façon de parler ne correspond pas à la façon légitime ou légitimée de parler le français? Alors, un français ou plusieurs français, c'est un peu la question pour aujourd'hui. Donc, pour en savoir plus, je vous suggère, bon, c'est vraiment un échantillon. Le premier ouvrage, je pense qu'on le verra pas nécessairement. Donc, le premier ouvrage, c'est un ouvrage récent de Philippe Blanchet qui s'intitule Discrimination, combattre la glottophobie, ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure. Le deuxième ouvrage, ça provient du Québec, donc c'est un professeur à l'Université de Montréal. Donc, le niveau baisse. Et c'est souvent ce qu'on entend, hein, le niveau de la langue baisse. Le troisième ouvrage, je pense l'avoir prêté à quelqu'un et j'ai pas retrouvé ma copie, donc c'est un ouvrage, c'est un classique de Yagello, donc le catalogue des idées reçues sur la langue. Il y a également une version récente aussi qui s'appelle Parlez-vous français, qui peut intéresser certaines personnes. Il y a également, donc, si vous vous intéressez ou si j'ai stimulé votre intérêt pour la sociolinguistique, il y a un cours en ligne gratuit, donc qui est offert par l'Université libre des humanités. Donc, vous avez le lien ici. Le lien est pas actif, sera pas actif sur YouTube, mais si vous êtes intéressé à voir le lien, vous pouvez communiquer avec moi. Il y a également, bon, alors c'est un peu de la promotion, là, de l'auto-promotion. Il y a des cours de linguistique à l'Université de l'Alberta, particulièrement au campus Saint-Jean. Donc, j'offre un cours d'introduction à l'étude du langage qui est offert à tous les semestres d'automne au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Et pour la première fois cet hiver, donc ce sera la première version d'un cours de sociolinguistique du français qui sera offert à l'hiver 2018. Et en terminant, donc, si vous êtes intéressé à obtenir une copie de la présentation PowerPoint ou la bibliographie de certaines des sources que je vous ai mentionnées dans la présentation, vous pouvez m'écrire à villeneuve@commercialualberta.ca. Je vous remercie. Parfait. Merci, Anne-Josée. Donc, une première question. Avez-vous des méthodes pour encourager la variété linguistique et encourager les gens à parler français, même s'ils sont gênés par la qualité de leur langue? Ah, oui. Donc, et là, j'imagine qu'on parle du français comme langue seconde. J'interprète la question comme parlant du français langue seconde. Alors, évidemment, il n'y a pas de méthode strictement parlant, mais on parle souvent dans l'acquisition des langues secondes de l'effet de la motivation, de l'effet des émotions sur la volonté à utiliser la langue qu'on est en train d'acquérir. Alors, je vous dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de soutenir et de le transmettre dans vos mots, mais aussi dans votre façon d'être avec les étudiants. Donc, évidemment, comme enseignant de français,
c'est nécessaire parfois de corriger les étudiants, mais encore une fois, on ne veut pas nécessairement provoquer de l'insécurité linguistique à une certaine étape de l'acquisition d'une langue seconde. Donc, d'encourager les étudiants à prendre des risques. Hein, c'est vraiment un des facteurs qui nous dit qui fonctionne très, très bien dans l'acquisition d'une langue seconde. Donc, souvent, les gens qui sont un peu plus téméraires, qui ont une personnalité un peu plus grégaire, vont parfois avoir plus de succès dans l'acquisition d'une langue seconde. Et je vous dirais, c'est la raison pour laquelle je faisais allusion tout à l'heure à trouver sa voix en français. Alors souvent, je dis aux étudiants, peu importe ta personnalité profonde dans ta langue maternelle, l'apprentissage d'une langue seconde, c'est une occasion rêvée, rare dans une vie, de se redéfinir. Alors, si tu veux être toi en français, ça va, mais tu peux être une personne légèrement différente. Si tu veux être un peu plus confiant en toi, il n'y a rien qui t'empêche de le faire dans une langue seconde. OK, parfait. Une autre question. Quelle est votre opinion entre la différence de qualité à l'oral et à l'écrit? Doit-on être plus sévère lorsqu'il s'agit du français écrit? Alors, mon chapeau de sociolinguiste tient un peu moins bien quand je parle de l'écrit. Alors effectivement, à l'écrit, deux des exemples que je vous ai donnés tout à l'heure, donc l'alternance des auxiliaires, c'est clair qu'à l'écrit, je vous dirais à l'écrit académique, l'écrit scolaire, l'écrit relativement formel, encore une fois, cette différence de niveau de formalité, la différence, la variation situationnelle est toujours pertinente. Alors, si on écrit un texto, il n'y a personne qui va vérifier la qualité de son français. Et d'ailleurs, les études qui ont porté sur les messages textos, les SMS, ont montré qu'il y a plusieurs caractéristiques de l'oral qui se retrouvent dans ce type d'écrit. Maintenant, quand on parle de l'écrit scolaire, de l'écrit académique, de l'écrit universitaire, il est évident que, par exemple, l'alternance des auxiliaires ou la présence versus l'absence de la particule ne dans les phrases négatives, c'est clair que la norme à l'écrit, elle est beaucoup moins flexible qu'à l'oral. Alors, voilà. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Anne-Josée? OK. Et quelle est votre opinion de l'insertion des mots anglais dans notre vocabulaire, que ce soit au Canada ou en France? Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Ça dépend si on veut avoir une attitude prescriptive ou descriptive. Hein? Alors, souvent, la perception, c'est qu'en utilisant des mots anglais, ces mots anglais-là vont venir remplacer des mots français. J'ai fait allusion tout à l'heure à la prescription versus à l'usage. On a beau essayer de favoriser des mots français, si ces propositions-là correspondent pas sont pas suffisamment cool, je vais dire suffisamment cool. Et là, j'utilise un mot anglais, l'usage va simplement ne pas les utiliser. Donc, je sais qu'il y a des tendances différentes entre le français et le Canada. Et évidemment que la menace perçue de l'anglais, quand je parle du français en milieu minoritaire, c'est vrai que c'est un peu difficile quand on parle du français formel, de ne pas sentir l'influence de l'anglais. Hein. Dans des contextes moins formels, je vous dirais que la porosité entre les deux langues, que ce soit le français ou l'anglais, mais que ça peut être des contacts de langue autres entre le français et une autre langue, le français, le créole, par exemple, si je prends l'exemple d'Haïti. Dans les contextes moins formels, on a beaucoup plus de liberté et je vois pas pourquoi on devrait corriger les gens quand ils sont en train de s'exprimer dans un niveau moins formel. Je pense que c'est vraiment une décision peut-être davantage idéologique que linguistique. Parfait. D'autres questions? Peut-être une dernière? Non? OK, donc merci beaucoup Anne-Josée. C'était très intéressant et très pertinent. Ceci met fin à la formation pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous revois à la prochaine. Merci.